Bonjour à cette conférence de presse Unicancer sur le thème des patients atteints de Covid. Je m'appelle Jean-Yves Blais, je suis président d'Unicancer et avec Axel Kahn, président de la Ligue, et Sophie Beaupère, déléguée générale d'Unicancer, nous souhaitions avec vous partager principalement 3 points relatifs à la prise en charge des patients atteints de cancer. Le premier point, c'est de partager les résultats d'une étude qui vient d'être récemment conclue et qui analyse l'impact du Covid sur sa première vague sur la prise en charge des patients atteints de cancer. Réinsister dans un deuxième point sur l'importance de la vaccination Covid dans les mois à venir sur les patients atteints de cancer, qui sont des patients très fragiles et à risque accru de développer des complications graves de la maladie. Et pour finir, un point important sur la situation des centres de lutte contre le cancer, dont l'attractivité est remise en question par des mesures qui font la suite au Ségur et sur lesquelles il est important de partager des points avec vous. Le point clé étant l'injustice perçue par les praticiens des centres de lutte contre le cancer sur leur participation au service public. Ce sont des praticiens qui participent exclusivement au service public. Nous allons commencer par la première partie qui est relative à la prise en charge des patients atteints de cancer pendant la première phase de la pandémie Covid dans notre pays. Et je voudrais, dans un premier temps, peut-être passer la parole à Axel Kahn, président de la Ligue, qui partage avec nous la vision des patients sur cette prise en charge, sur cette première période. Les résultats que vous allez présenter, président Blais, cher ami, sont les résultats sur uniquement la première vague, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin. Je parlerai de l'ensemble. Il se trouve que je suis, par ma carrière, extrêmement sensibilisé aux phénomènes épidémiques. J'ai commencé tout d'abord à travailler en Afrique et confronté, évidemment, je me le rappelle, à une terrible épidémie de rougeole. Et puis j'ai été pendant 15 ans fondateur et puis rédacteur en chef de la revue Médecine Science, où j'ai couvert tout plein d'épidémies, dont celle du sida d'ailleurs, virus Ebola, la fièvre de Lassa, etc. Si bien que j'étais l'un de ceux qui a très tôt pris conscience de ce qui se passait, et ce qui m'a permis de mettre la Ligue en état d'alerte, d'abord au point de vue fonctionnel, mais également de savoir que les personnes malades seraient évidemment impactées, les personnes malades du cancer, qui sont celles pour lesquelles nous nous battons, seraient évidemment impactées par cette crise. Et donc, dès le 8 mars, nous diffusions la première alerte et les premières consignes, et immédiatement, nous ouvrions une ligne d'appel où nous étions, au départ j'en étais, 8 cancérologues, oncologues, à nous relayer jour et nuit et le week-end inclus. Et nous avons reçu au total, sur toute la France, 2200 appels à ce moment-là, ce qui nous a permis d'avoir une excellente vision de ce qu'était la réceptivité des personnes malades du cancer confrontées à la Covid. Je ne vais pas reprendre le détail parce que, évidemment, leurs soucis ont été évolutifs aux différentes phases. De grande ignorance, et puis de grande inquiétude, et puis qu'est-ce qu'il en est des personnes aidantes, etc., etc. Après la première vague, on s'est rendu compte que, au-delà de ce que l'on avait perçu, c'est-à-dire les conséquences des reports, annulations, reports, etc., il y avait le problème de la diminution du déficit tout à fait important en diagnostic de cancer. Au mois de juin, les chiffres qui circulaient, les chiffres auxquels nous avons pu avoir accès, ils seront confirmés, j'imagine, nous indiquaient qu'entre, suivant les endroits, vous verrez, c'était important de dire que les chances de ce côté-là n'étaient pas les mêmes pour les personnes, étaient entre 30 et parfois jusqu'à 50% des cancers que l'on s'attendait à diagnostiquer, parce que vous savez, il y a 400 000 cancers diagnostiqués chaque année à l'heure actuelle, en ces années 2020-2021, et par conséquent, on sait très bien combien on doit en détecter chaque année, chaque mois. Donc un déficit tout à fait important. On a un peu gratté cela, et au retard prévisible du fait de l'arrêt total de tous les dépistages entre le confinement de mars et le déconfinement de mai, il y a eu une reprise des dépistages simplement et pas d'emblée à la meilleure vitesse à partir du mois de juin. Sont venus s'associer
Tout d'abord, la réticence des personnes à consulter dans ces conditions, pour tout plein de raisons, je n'ai pas le temps de les détailler. Et puis, spécifiquement, une très grande difficulté à pratiquer les gestes diagnostiques lorsqu'il fallait, pour pratiquer ces gestes diagnostiques, une salle protégée type salle d'opération qui était, surtout pour la première vague et encore pour la deuxième vague dans certaines régions, terriblement réquisitionnée pour faire face à l'afflux des personnes atteintes de formes graves de la Covid. Pour la deuxième vague, nous avons lancé une enquête en ligne pour faire vraiment le point. On a d'ailleurs diffusé nos propres résultats qui vont dans le sens des résultats d'Unicancer qui vont vous être présentés. Et notre évaluation globale des chances qui vont être perdues du fait de tous ces phénomènes, report, retard, non-diagnostic, etc., etc., sont à peu près dans les mêmes eaux. J'ai indiqué que les conséquences de la Covid s'étaient fait sentir un peu différemment selon les établissements de soins. C'est de loin, évidemment, les centres hospitalo-universitaires, les centres hospitaliers régionaux, les centres hospitaliers... Vous avez un problème? Oui, c'était pas ouvert. Voilà. Les centres hospitaliers, les hôpitaux généraux qui ont été les plus impactés, puisque ce sont eux qui, au départ, et presque exclusivement, au moins dans la première partie de la première vague, ont fait face à l'afflux des personnes malades. Et en région Île-de-France, les reports ont été jusqu'à 90%. 90%. J'ai dû batailler, vous n'imaginez pas comment, pour arriver en Grand Est, une autre région très touchée, pour arriver à faire inscrire au tableau opératoire une personne qui avait un cancer digestif opérable, mais une hémorragie extrêmement grave, sa vie était menacée à court terme et on n'arrivait pas à faire inscrire cette personne au tableau opératoire. J'ai fait la même chose pour une relativement jeune femme fumeuse qui, peu après une grossesse, avait développé des signes pulmonaires à l'occasion desquels on avait diagnostiqué un cancer du poumon, apparemment encore opérable, mais ce sont des circonstances qui ne durent pas, comme vous savez, et il était extrêmement important de pouvoir intervenir, et là encore, on n'arrivait pas à inscrire cette jeune femme au tableau opératoire. Donc la situation était terriblement tendue, elle a à nouveau été très tendue dans certaines régions, en Rhône-Alpes, en PACA, en Hauts-de-France, lors de la deuxième vague. Les personnes qui étaient suivies dans des établissements privés ont été un peu moins impactées, surtout lors de la première vague, où ils ont été peu utilisés, peu réquisitionnés pour les personnes atteintes de la Covid. Et les personnes dans les centres de lutte anticancéreux ont été encore plus protégés, non pas qu'il n'ait pas eu à connaître des problèmes de Covid, et certains même ont été réquisitionnés pour les besoins de la réanimation, comme l'Institut Gustave Roussy et je crois un ou deux autres, mais rien de comparable naturellement avec les CHU. Mais globalement, on peut dire que les personnes malades du cancer ont vraiment été des victimes collatérales extrêmement importantes. Extrêmement importantes. C'est très difficile aujourd'hui de dire le nombre de vies que l'on s'attend à voir disparaître au-delà de ce qui était attendu dans les 5 ans qui viennent. Nous l'avions évalué entre 3 et 10 000. Les chiffres qui vont vous être donnés sont à peu près dans ces eaux-là. Et naturellement, maintenant, il faut faire un suivi longitudinal dans lequel les ARS, Unicancer, nous-mêmes, nous nous engageons de telle sorte que l'on puisse vraiment suivre ce qui s'est passé. 2 points pour terminer, je ne veux pas être trop long. 2 points pour terminer. Le premier concerne quand même une petite déception. C'est-à-dire, la Ligue, évidemment, c'est son rôle, c'est sa mission, était remontée au niveau des services de l'État en demandant que dans cette deuxième vague, qu'à partir du mois d'août, fin du mois d'août, on a su inéluctable, qu'il y ait véritablement des dispositions de prise pour assurer absolument la continuité des soins des maladies plus fréquentes et plus graves que la Covid, par exemple les cancers. Ça n'a pas vraiment été le cas. Voilà, il faut dire les choses, ça n'a pas vraiment été le cas. Et même, non seulement ça n'a pas vraiment été le cas, mais on s'est rendu compte lors de la deuxième vague d'un autre phénomène qu'on n'a pas quantifié, qui sont les contaminations nosocomiales. C'est-à-dire des personnes à l'hôpital atteintes de cancer qui ont été, parce qu'il y avait un risque de contamination localement, qui ont été contaminées réellement par la Covid. Donc il y a un peu une déception. Le mot d'ordre est un pays, un grand pays comme le nôtre,
se doit naturellement de soigner, d'accueillir les personnes atteintes de formes graves de la Covid, mais elle se doit également passer la sidération de la première vague. Il n'y a rien à dire, presque personne ne pouvait imaginer le cataclysme que ce serait. On doit également s'arranger pour ne pas faire perdre des chances extrêmement importantes à des personnes qui sont atteintes, je vous l'ai dit, de maladies plus fréquentes, plus graves, plus nombreuses, plus anciennes que la Covid. Et ça n'a pas totalement... Pourquoi il part tout seul, lui? Ça n'a pas totalement été le cas. Un autre point, ça sera quelque chose que nous aborderons. Je me suis lancé de manière très très proactive dans la campagne en faveur de la vaccination, en indiquant que je me ferais vacciner dès que le vaccin serait disponible, et cela en public, je le ferai naturellement. Ça sera le vaccin BioNTech, manifestement. C'est que je vois quel est le prix payé par les personnes malades du cancer de la Covid. Je vois que la Covid, c'est vraiment un merdier terrible, on ne peut pas s'en sortir. On ne vit pas avec la Covid. Soit on l'éradique par des mesures à la chinoise, un confinement prolongé, total, etc. C'est difficile dans notre pays. Soit on crée une immunité collective qui ne peut pas être naturelle, ou alors elle serait à payer d'un prix de mort inacceptable, qui ne peut être que vaccinale. Et par conséquent, c'est aussi en tant que président de la Ligue contre le cancer que je m'engage aussi vivement que je le fais en faveur de la vaccination. Merci. Merci beaucoup, Président Kahn, pour cette présentation très importante. Vous l'avez compris, la question que nous avions posée avec cette étude était de mesurer de manière chiffrée et précise sur les premiers mois de l'épidémie Covid l'impact de cette pandémie sur la prise en charge des patients. Et les chiffres que nous avons sur Unicancer, bref rappel, Unicancer c'est 23 à 25% des patients atteints de cancer traités en France, c'est 18 centres qui couvrent tout le territoire national. Et bien sur cette population de patients donc très significative à l'échelle nationale, on a observé des faits qui sont importants et qui méritent d'être portés à la connaissance de tous. Le premier point important, c'est que le nombre de patients avec des nouveaux diagnostics de cancer sur les 7 premiers mois de l'année 2020 a décru à Unicancer par rapport aux années précédentes, alors que toutes les années précédentes avaient été marquées par une croissance annuelle de quelques pourcents, traduisant l'épidémiologie de ces maladies qui augmentent dans notre pays, comme nous le savons bien. Donc un peu moins de 7%, moins 7% de nouveaux diagnostics, tandis que les anciens diagnostics des patients qui étaient déjà connus pour être pris en charge pour un cancer ont poursuivi leur prise en charge selon le schéma habituel. Cette diminution a été particulièrement sensible sur les mois d'avril et mai, atteignant 20%, touchant toutes les maladies, et de manière assez surprenante, sans traduction sur les mois de juin et juillet, qu'on aurait pu attendre, qui serait un rattrapage. En fait, ce qui vient d'être dit par Axel Kahn est tout à fait représentatif quand on le mesure sur le terrain des centres de lutte contre le cancer. On a en fait un retard de diagnostic qui se poursuit sur ces 7 premiers mois de l'année. Alors, quelle est la conséquence de ça? Eh bien, la conséquence de ça, c'est un possible impact sur le long terme et sur les chances de guérison des patients. Et en fait, les données scientifiques qui sont disponibles, qui ont été très récemment analysées dans une méta-analyse qui a rassemblé toutes les données de la littérature. Alors, les méta-analyses, c'est on prend toutes les données de la littérature, on essaie d'en faire la synthèse pour donner un chiffre qui soit explicite. Et ce chiffre qui est rapporté par cette étude qui a rassemblé plusieurs millions de patients analysés indique un excès de risque de rechuter, de ne pas guérir de la maladie cancer d'environ 6% par mois. Donc sur la base des chiffres observés sur Unicancer, sur la fédération des centres, sur les 23 centres, sur la population de patients dont nous parlons, nous aboutissons sur cette simple observation à un excès sur l'ensemble du territoire national qui pourrait aller de 2000 à 6000 décès en excès dans les années à venir. Alors, assez proche effectivement de ce qui avait été calculé par nos amis de la Ligue. Pourquoi cet écart? Eh bien, en fait, ce dont on s'est rendu compte, et qui a été déjà évoqué par Axel Kahn, c'est qu'il y a en fait une très grande disparité d'un territoire à l'autre, d'un hôpital à l'autre, probablement sur ce retard au diagnostic. Et lorsqu'on regarde les chiffres nationaux, ça n'est pas moins 7%, comme c'est vu sur les centres de lutte contre le cancer, mais davantage, au moment où nous nous parlons, 23%, donc un chiffre plus important,
qui pourraient témoigner d'un impact plus important sur l'ensemble de la population nationale. Donc ces chiffres, pour la première fois, rapportent un impact potentiel de ce qu'on a appelé effectivement le dommage collatéral qui est du Covid sur le cancer, qui permet de donner plusieurs leçons. La première leçon, je pense, c'est qu'il faut bien entendu encourager les patients à consulter devant les symptômes et à reprendre le rythme des examens qui leur avaient été proposés. Mais on l'a vu, c'est surtout les nouveaux diagnostics qui posent question et qui sont un peu en retard. Le deuxième point, qui est d'ailleurs également le deuxième point de cette conférence de presse, c'est de souligner que les patients atteints de cancer doivent être diagnostiqués rapidement pris en charge, mais restent quand même, de toute façon, notamment lorsqu'ils sont en phase active de la maladie, une population plus à risque de développer des formes complexes de Covid et des formes graves notamment. Et sur cette base-là, et nous rejoignons absolument la Ligue et Axel Kahn sur cette question-là, il me paraît indispensable que les populations de patients en cours de traitement pour leur cancer puissent être prioritaires pour la vaccination. Je ne vais pas revenir sur les chiffres qui ont déjà été partagés assez largement et qui ont déjà été communiqués, mais le taux de mortalité lié à la maladie Covid est 3 ou 4 fois supérieur à celui qu'on observe dans d'autres situations pour les patients atteints de cancer, simplement du fait des traitements actifs qu'ils reçoivent de temps en temps. Donc, une population à risque et une population sur laquelle ce dommage collatéral-là peut aussi être évité à travers l'inscription rapide dans un programme de vaccination. On sait que les programmes de vaccination sont complexes à mettre en œuvre. On est heureux d'ailleurs de voir que nos collègues britanniques ont commencé leur programme de vaccination il y a quelques jours, et que nos collègues allemands sont dans la même ligne que nous et considèrent les patients atteints de cancer comme des patients prioritaires. Et puis, donc, sur l'ensemble de cette étude, on constate au fond que le patient atteint de cancer est un patient particulièrement fragile dans la situation pandémique actuelle, et que nous tous, pouvoirs publics, hôpitaux et fédérations hospitalières, devons accompagner ce mouvement de prise en charge adaptée pour permettre aux patients de bénéficier de toutes les qualités de soins qu'ils doivent avoir, et dans les délais rapides, parce que c'est les délais et le décalage de la prise en charge qui fixe l'impact que l'on pourrait craindre dans les années à venir sur cette maladie. Voilà ce que nous voulions dire principalement sur cette étude. Nous allons y revenir dans le chapitre des questions. Il y avait un deuxième sujet qui était pour nous extrêmement important, et à un moment où, vous l'avez vu, on vient de le dire, Unicancer, les praticiens de centre Unicancer sont particulièrement mobilisés pour la prise en charge des patients. On observe simultanément quelques difficultés, une situation d'inquiétude qui n'a jamais été vue jusqu'à présent dans la fédération Unicancer, allant jusqu'à des mouvements sociaux pour certains centres, qui traduisent en fait un sentiment d'injustice de la part de certains praticiens vis-à-vis de leur inscription dans une activité de service public exclusif. Rappelons que les centres de lutte contre le cancer sont des centres qui ont un exercice public exclusif, il n'y a pas d'activité libérale au sein des centres de lutte contre le cancer, et c'est une des questions qui est posée dans les suites du Ségur. Et je passe ici la parole à Sophie Beaupère. Pour rappel, effectivement, les personnels non médicaux des centres de lutte contre le cancer ont bénéficié de la même revalorisation que les personnels non médicaux de l'hôpital public. En revanche, les personnels médicaux des centres n'ont pas obtenu la revalorisation identique à celle des praticiens de l'hôpital public. Cela crée, comme l'a souligné Jean-Yves, aujourd'hui un sentiment profond d'injustice et d'incompréhension de la part des praticiens des centres qui ne comprennent pas, alors qu'ils n'exercent pas d'activité libérale, qu'ils sont dédiés par une activité de service public exclusif à la lutte contre le cancer, qu'ils ont, on va dire, mérité de la même façon, notamment dans le cadre de la pandémie, en s'investissant pour justement diminuer au maximum les risques de perte de chance. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas bénéficier de cette revalorisation, notamment de la prime de service public exclusif. Et cela crée des mouvements sociaux dans les centres, ce qui est quelque chose d'assez inédit, une mobilisation des présidents de CME qui ont fait de multiples courriers pour souligner cette situation. Et de la part de Unicancer, de notre part, cela aussi suscite une incompréhension et un sentiment d'injustice par rapport à la situation, car nous avions déjà souligné dans nos propositions pour le Ségur qu'il y avait déjà des problématiques d'attractivité très importantes pour les centres, de manière similaire à celle de l'hôpital public, notamment pour les professions médico-techniques, radiothérapeutes, radiologie, anesthésistes. Donc nous avons demandé à plusieurs reprises l'ouverture de discussions
sur ce sujet afin de pouvoir travailler avec le ministère sur ces problématiques d'attractivité et pouvoir notamment discuter afin de travailler sur la revalorisation des praticiens, notamment la prime de service public exclusif. Donc c'est vrai que ces discussions tardent à venir et il y a clairement une urgence. Car le Ségur n'a pas pour objectif de permettre à l'hôpital public d'être attractif au détriment des autres secteurs, notamment des ESPIC et en particulier les centres de lutte contre le cancer. Car si l'attractivité et les problématiques d'attractivité se creusent, comme c'est le risque et comme on commence déjà à le voir, alors cela va poser des problèmes pour l'exercice même des missions de service public des CLCC, notamment la recherche et l'innovation. Je tiens ici à apporter le soutien de la Ligue à cette revendication parce qu'elle est juste. La Ligue suit les personnes malades avant qu'elles ne le soient, elle fait de la prévention, elle fait de l'accompagnement autour de la consultation d'annonces, de l'accompagnement en soins post-cancer, etc., etc. Et elle sait que dans la phase qui est la phase critique, qui est la phase des soins, la mobilisation des praticiens, des collègues des centres de lutte anticancéreux, qui sont d'ailleurs très nombreux parmi les bénévoles qui travaillent à la Ligue. Il y a une proximité historique extrêmement importante, joue un rôle fondamental dans la qualité du suivi continu de ce long parcours de soins. Nous sommes extrêmement solidaires avec ces praticiens. Nous savons que de leur mobilisation, de la qualité de leurs actes, provient le fait, nous l'avons dit, que sans doute les malades atteints de cancer ont été mieux préservés pendant cette longue et dure période de la pandémie de Covid que dans les autres types d'établissements de santé. Et on leur en sait gré. La Ligue leur en est très reconnaissant. Et nous voulons soutenir totalement cette revendication à une reconnaissance de justice pour ce qu'ils sont, des praticiens qui se mobilisent, qui se sont mobilisés et qui sont essentiels à la qualité du traitement contre les cancers. Merci beaucoup Axel Kahn pour ces mots qui touchent, je dis très profondément, les praticiens de centre. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de nos exposés. Merci de votre écoute. Et je vous propose que nous passions maintenant aux questions-réponses électroniques et virtuelles comme il se doit. Bonjour Pascal Morel. Je voulais vous demander au sujet, vous l'avez évoqué, des vaccinations qui se font en Grande-Bretagne. Pour quelles raisons, comment s'organisent en fait les choses et pour quelles raisons il y a un décalage aujourd'hui entre les campagnes de vaccination dans ce pays et celles en Europe? Vous pourriez nous préciser les choses, s'il vous plaît? Oui, absolument. Il y a deux autorités de santé, les autorités européennes et les autorités nationales. Il ne nous a pas échappé qu'à partir de fin décembre, la Grande-Bretagne ne fera plus partie de l'Union européenne. Et par conséquent, passer obligatoirement par l'utilisation des agences de régulation européennes n'est pas le premier souci de la Grande-Bretagne, qui a décidé également de faire un pied de nez à l'Europe. En revanche, la France est un pays européen ardent. La politique européenne est un des éléments très importants de la politique du président de la République. Et la France, depuis assez longtemps, traditionnellement, attend que les instances européennes, l'Agence européenne des médicaments, aient terminé ses évaluations pour ensuite, en règle générale, en à peine une semaine, quand c'est vraiment très urgent, confirmer cela, faire confirmer cela par les agences françaises, l'Agence française de la sécurité sanitaire, l'Agence du médicament, etc. C'est donc cette raison-là, c'est que la situation politique et le Brexit a poussé la Grande-Bretagne à ne plus passer par le biais des agences européennes et à prendre de ce point de vue-là son indépendance avec un bras d'honneur, pour tout dire, à l'Europe qu'elle quitte. Ma
question, M. Kahn, était quand même plutôt un avis médical, c'est-à-dire est-ce que vous pensez, puisque vous parlez d'attractivité, que l'on perd... Alors, moi, je vous réponds pourquoi. Oui. Alors maintenant, si vous me demandez qu'est-ce que j'en pense. Oui, en fait, c'était ma question. L'analyse sur le Brexit, nous la connaissions. Ce que je veux vous demander, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on prend du retard? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire mieux? C'est compliqué parce que en France en particulier, c'est moins vrai en Grande-Bretagne, mais en France en particulier, la grosse difficulté que nous allons rencontrer pour lancer la campagne de vaccination, c'est l'extrême virulence de ceux qui y sont opposés. Et tout ce qui peut ressembler et être qualifié de précipitation est de nature à accroître l'opposition, je vous ai dit, très organisée, très agressive, très virulente. Étant moi-même l'un promoteur de la vaccination dans la liberté, je suis menacé, injurié, en des termes totalement incroyables sur les réseaux sociaux. Nous vivons une situation en France qui est tout à fait particulière. Par conséquent, ne pas ajouter encore un point, on va dire un point d'appui à cette virulente campagne contre la vaccination n'est à l'arrivée pas forcément une mauvaise chose. Alors, Virginie Bagouet voulait poser une question. Virginie, si tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Ma première question elle est relative donc à l'étude d'Unicancer. Le son était pas terrible. Donc du coup, je vais juste me faire confirmer déjà l'excès de mortalité, c'est entre 1000 et 6000 Oui, c'est ça. sur les 7 premiers mois de l'année. C'est ça, sur les 7 premiers mois de l'année, les calculs qui sont produits par l'observation des chiffres que nous avons dans les bases de données et la modélisation qui est faite par l'analyse exhaustive de la littérature dans une série d'articles, mais notamment dans l'article que je citais, aboutissent à cette conclusion en fonction de deux hypothèses qui sont en fait les chiffres qui sont observés dans Unicancer et les chiffres qui sont rapportés sur le territoire national sur l'ensemble de la période de janvier à juillet. Parce qu'ensuite, vous avez parlé d'un 23%. Un déficit de 23% au niveau national, enfin, à quoi ça correspond ces chiffres? C'est une autre étude qui a été faite dans les CH, c'est ça ou pas du tout? Non, ce sont les chiffres qui sont des chiffres publics, qui sont les chiffres des nouveaux diagnostics produits par le système de santé sur le territoire national sur un mode mensuel et annuel. C'est-à-dire que pour les établissements hospitaliers, les fédérations, on a accès sur le PMSI de l'organisation qui s'appelle l'ATIH, ce sont des données chiffrées, au nombre de nouveaux diagnostics. Et ce chiffre de 23,3% correspond au nombre de nouveaux diagnostics porté entre janvier et juillet sur la période qui correspond à la période de l'étude Unicancer. Ce moins 23,3 est à mettre en regard des moins 6,8 qui ont été observés sur les établissements Unicancer, ce qui nous fait dire que la réduction du nombre de nouveaux diagnostics est probablement plus importante dans les autres établissements, comme ça avait d'ailleurs été suggéré par plusieurs études, dont l'étude de la Ligue. Et donc, excusez-moi, juste pour être sûr, là, les 23,3%, on prend en compte tous les établissements qui prennent en charge des patients atteints de cancer en France. C'est ça, l'ensemble du territoire national, c'est exactement ça, oui. Et au niveau de la mortalité, ça se traduit par, si vous appliquez, donc si j'ai bien compris, l'étude du BMJ pour calculer la mortalité à 5 ans, est-ce que vous avez le chiffre de ce qu'on peut attendre sur les décès à 5 ans? Alors, c'est pas une mortalité à 5 ans, hein, vous l'avez compris, c'est un risque relatif, donc la mortalité s'étale, c'est un peu technique, mais s'étale sur les années devant nous d'une manière générale, il n'y a pas de date seuil. Les 6000 prennent en compte cette hypothèse de 23%, cette observation de 23%. D'accord, ok, d'accord. Merci. Relatif à la rémunération et au Ségur, à l'attractivité. Je voulais savoir si vous pouviez un peu détailler le niveau de mobilisation dans les CLCC. Oui, tout à fait. Il y a les présidents de CME qui se mobilisent, qui ont envoyé 2 courriers au ministre de la Santé ainsi qu'aux parlementaires et qui se sont aussi mobilisés pour des prises de parole en conseil d'administration. Il y a également eu plusieurs mouvements sociaux, manifestations
dans les centres et appel à manifestation pour le 18 décembre. Et il y a aussi des pétitions en ligne qui circulent, qui recueillent plusieurs dizaines de milliers de signatures. Une tension donc extrêmement forte dans les centres. Il n'y a pas de grève car les médecins ne souhaitent pas faire grève puisqu'ils ont d'abord en première optique la continuité des soins des patients, mais il y a des mouvements, plusieurs mouvements de protestation qui prennent des formes différentes. Et vous ne pouvez pas préciser un niveau de mobilisation? En fait, c'est variable entre centres, car il y a les syndicats aussi qui se mobilisent, et donc cela dépend, je dirais, un peu de chaque centre, mais il y a en tout cas un mouvement national qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent concernant les praticiens, avec des mouvements qui d'ailleurs regroupent des praticiens, mais aussi des non-médicaux qui sont aux côtés des médecins, car ils considèrent que sans médecin dans les centres, cela va être compliqué de pouvoir continuer à prendre en charge les patients. La question que vous posez, c'est difficile là de faire un numérateur et un dénominateur. Ce qu'on peut partager, c'est que dans des centres qui sont traditionnellement des structures paisibles sur le plan social et où globalement la focale est sur la construction du travail quotidien, il ne se passe pas une journée, et plus exactement chaque fois que j'appelle un médecin de centre de lutte contre le cancer pour un problème spécifique, la première question est celle-ci, systématiquement depuis maintenant plusieurs semaines. C'est une situation totalement inédite qui s'est traduite par ce que évoquait Sophie, et qui est, on le sent, une montée pour nous assez impressionnante de quelque chose que nous n'avions jusqu'à présent jamais vu. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des départs de médecins annoncés dans les centres ou pas? Je pense que on commence en tout cas à percevoir, surtout, on avait déjà des problématiques d'attractivité forte, comme je vous l'ai dit, une difficulté d'attractivité envers les jeunes médecins. Et c'est ça aussi qui, structurellement, pour l'avenir, nous préoccupe le plus. Car on sait bien que un jeune médecin, quand il va débuter sa carrière dans un endroit, particulièrement les centres où je pense qu'il y a quand même des structures à taille humaine, un management de qualité, il va avoir envie d'y rester. Le problème, c'est que si on n'arrive pas, et donc c'est intéressant d'avoir des praticiens qui débutent, mais aussi qui se forment et qui sont après, qui acquièrent une expérience, notamment pour la qualité de prise en charge des patients. Et ce qui nous préoccupe grandement, c'est cette aggravation du manque d'attractivité pour les jeunes qui, bien sûr, observent les différences de rémunération. Et le fait de ne pas revaloriser la prime de service public exclusif pour les praticiens des centres pèse en particulier dans les analyses qu'on a pu faire, les études que l'on a pu faire, qu'on a transmises au ministère, pour les jeunes, les assistants, les praticiens non spécialistes des centres, avec des différentiels qui correspondent, si vous voulez, à la non-revalorisation de la prime de service public exclusif, à savoir un différentiel de, si vous voulez, 600 € bruts par mois, puisque les praticiens des centres avaient déjà intégré dans leur rémunération la prime de service public exclusif au même niveau que celle qu'il y avait avant le Ségur dans le public, soit 400 € bruts. Pour rappel, elle a été revalorisée à un peu plus de 1000 € bruts pour les hôpitaux publics, donc avec un différentiel significatif de 600 € bruts. Mais nous ne bénéficions pas de cette revalorisation. Donc concrètement, pour un jeune praticien, s'il débute à l'hôpital public dans les mois qui viennent ou dans un centre de lutte contre le cancer, il va se retrouver avec 600 € bruts de moins s'il débute en CLCC que s'il travaille à l'hôpital public. Et évidemment, 600 € bruts pour un praticien qui débute, ce n'est pas rien en termes de différentiel de rémunération, évidemment. C'est ça, si vous voulez, aujourd'hui qui nous pose problème et qui commence déjà à poser problème. On voit effectivement des jeunes qui disent c'est super, on a envie de bosser chez vous, mais moi je ne vais pas, si vous voulez, faire la même activité de service public exclusif avec 600 € bruts de moins par mois. Les centres ont traditionnellement été attractifs en ce qu'ils permettaient pour des jeunes très vite de sauter sur des positions où ils étaient capables de faire une activité de recherche et d'excellence avec beaucoup de moyens. Ce différentiel, qui est actuellement la situation que nous vivons, est perçu en fait comme complètement incompréhensible. Parce qu'après tout, les centres de lutte contre le cancer, on le redit, sont des établissements d'exercice public exclusif. Il est interdit de faire de l'activité libérale au sein des centres de lutte contre le cancer. Et donc, ce principe d'équité fait que
tous les acteurs qui font un service public exclusif devraient être traités liberté, égalité, fraternité. C'est une devise que nous connaissons bien. Et cette incompréhension des jeunes acteurs, elle retentit, comme le dit Sophie, sur l'attractivité de nos centres. Même si nos centres restent attractifs par la qualité de travail, la typologie du travail qu'ils sont capables de procurer, ils nous disent bien, on ne vient pas pour rien dans les centres de lutte contre le cancer, on a une motivation, mais cette inéquité incompréhensible, c'est ça qui actuellement pose problème et qui va poser problème indiscutablement si on laisse se pérenniser les choses. Virginie, je te redonne la parole dans 5 minutes. Il y a d'autres questions qui arrivent, et puis si tu as besoin de poser d'autres questions, je te redonne la parole, bien évidemment. Il y a une question de M. Grouillet. Vous avez parlé de la surmortalité liée au retard de diagnostic. Qu'en est-il de celui lié au report de traitement? Alors, ce n'est pas l'objet de l'étude, mais je ne vais pas me défiler. Ce que je peux quand même vous dire, c'est que lorsqu'on regarde le nombre de consultants et de traitements pour des patients diagnostiqués de leur cancer avant 2020, c'est-à-dire des patients suivis avant, non seulement on n'a pas de négatif par rapport à 2019, mais en fait on a une croissance. Ce qui laisse penser, ce sont des résultats indirects, ce qui laisse quand même fortement penser qu'en tout cas dans les établissements dont nous avons effectué l'analyse, il n'y a pas eu de retard pour les patients connus. Alors, ça ne veut pas dire que parfois, pour des raisons techniques, passage d'une chimiothérapie en hôpital de jour, en hospitalisation à domicile par exemple, il n'y a pas pu y avoir quelques jours, probablement il y en a eu, mais numériquement, c'est une poursuite de l'augmentation annuelle, observée dans tous les centres d'ailleurs, depuis des années qu'on en a observé. Donc c'est vraiment un décrochage entre les patients connus et les patients que nous ne connaissons pas. Un complément de réponse, c'est que cette situation favorable est propre quand même au centre de lutte anticancéreux. Parce qu'il y a eu énormément de reports de traitement. Nous avons, nous, durant la première vague, eu peut-être la moitié ou les 3/4 au départ, et même par la suite, des personnes qui nous téléphonaient à ce propos. Et d'ailleurs, les recommandations du Haut Conseil de la santé publique impliquaient et proposaient ces retards de traitement, avec un programme concerté, suivant les types de cancer, suivant la gravité, suivant le pronostic, etc. Donc oui, il y a eu des retards de traitement. Il est difficile aujourd'hui d'apprécier les conséquences de ces retards de traitement. Mon sentiment au mois de mars et d'avril était que il n'y avait pas de prix à payer très lourd en termes de chance. Mais si vous lisez bien l'article du BMJ, en réalité, il ne prend pas en compte que les retards de diagnostic, il prend en compte tous les types de retards. Tous les types de retards. Et donc ça a été plutôt une surprise en ce qui me concerne. Et bien évidemment, aux chiffres qui vous ont été donnés sur le déficit de diagnostic, si on suit l'article du BMJ, il faudrait ajouter, hélas, la masse des retards de traitement. Alors, une autre question d'Arnaud Janin, et ensuite il y aura Perrine Debacker qui pose aussi une question. Donc, quel est le pourcentage d'augmentation des rémunérations réclamées par les personnels des CLCC auprès des pouvoirs publics, et quelle serait l'enveloppe nécessaire? Une partie a été répondue, mais je pense qu'il y a la deuxième partie. Alors, c'est plus une valeur absolue qu'un pourcentage. C'est effectivement la revalorisation strictement à l'identique, comme ça a été le cas finalement pour les personnels non médicaux, de la prime de service public exclusif. Il y a d'autres mesures prises pour l'hôpital public, la revalorisation des derniers échelons, la fusion des 3 premiers échelons, mais la mesure principale qui creuse l'écart de manière significative, c'est la revalorisation de la prime de service public exclusif, soit environ 600 € brut par mois par praticien, puisque comme l'a souligné Jean-Yves, tous nos praticiens ont une activité de service public exclusif. Ils sont donc tous concernés. À l'échelle des centres de lutte contre le cancer, cela totalise au total un montant de 18 millions d'euros pour tous les centres. Et par centre, notamment par exemple pour les centres les plus gros, cela va représenter 1,5 million par an de coûts. C'est pourquoi, quand on connaît quand même la situation financière tendue des CLCC, comme d'ailleurs des autres structures d'expertise, comme les CHU, c'est impossible pour nous de autofinancer, si vous voulez, ces revalorisations salariales. Une question donc de Perrine Debacker. Concernant la deuxième vague, pouvez-vous déjà tirer une première estimation des chiffres du retard des diagnostics?
Alors, je serais intéressé par la réponse d'Axel Kahn sur ce sujet. L'impression que l'on a, mais on se méfie des impressions, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait les études sur les chiffres quand ils nous arrivent, parce qu'ils sont en général plus fiables. L'impression que l'on a est un peu différente. Elle est que les patients arrivent davantage que sur la première. On n'accuse pas ce retard, comme on avait pu le faire, ou en tout cas, la magnitude du retard est peut-être moins importante. Pour autant, une autre chose qui nous préoccupe, c'est que nous n'avons toujours pas vu arriver, ou en tout cas, nous ne le voyons pas, en tout cas de manière mesurable dans l'état actuel des choses, peut-être que les chiffres de la fin de l'année 2020 nous diront le contraire, les moins 20% que nous avons vus en avril-mai, qui se sont poursuivis à un moindre degré en juin et en juillet, où sont ces retards diagnostiques? Est-ce qu'ils ont été absorbés pendant cette période? Je suis à peu près certain, quoique l'hypothèse de l'étude soit celle-ci, je suis à peu près certain qu'ils n'ont pas été rattrapés en août. Probablement pas totalement en septembre, peut-être en octobre ou en novembre, nous verrons. Donc c'est plutôt ça notre inquiétude en fait. Axel? Globalement, je suis tout à fait d'accord avec ce point. Notre sentiment est que les retards n'ont pas été rattrapés. Ça ne veut pas dire que les gens ont continué de ne pas consulter. Cela veut dire que s'ils ont consulté, les différentes consultations n'ont pas mis les bouchées doubles. Les différentes consultations ne sont pas mises à diagnostiquer 2 fois plus, on s'y serait attendu à la limite, ou 30% en plus de cancer durant cette période. Cela veut dire que ce problème se décale et évidemment s'accumule. D'autre part, au niveau de la deuxième vague, c'est pas vrai des centres anticancéreux, mais au niveau de la deuxième vague, encore surtout dans les régions que j'ai données, dont la région lyonnaise, en l'occurrence, Rhône-Alpes, dans les hôpitaux généraux, on va dire CHU, CHR, hôpitaux généraux. Il y a des examens diagnostiques qui sont restés très difficiles, très difficiles. Les coloscopies, les endoscopies pour cancer colique, pour suspicion d'anomalie bronchique, et même les colposcopies, en l'occurrence, sont restés très déficitaires, tout simplement parce que les locaux, comme je vous l'ai dit, étaient des locaux partagés parfois avec des locaux chirurgicaux et étaient réquisitionnés dans des régions où, à nouveau, il y a eu, en région Rhône-Alpes, à un moment donné, 85 à 90% des actes dans les OCHU qui étaient reportés. En Ile-de-France, c'est moins vrai, mais pour ce qui est des endoscopies, il n'empêche qu'elles n'ont pas été prioritaires, et cela s'est associé au fait que c'est maintenant à peu près réglé, que les réactifs pour le diagnostic des cancers biologiques, des cancers colorectaux, ont été à un moment donné en pénurie, et donc il y a pour cette pathologie-là, celle des cancers colorectaux, il y a eu un déficit tout à fait spécifique. Et il faudrait prendre cancer par cancer. Dernier point, c'est ça, les enquêtes ultérieures le diront, mais on le voit apparaître aujourd'hui. C'est que les collègues cancérologues, même dans des régions préservées, à Brest était préservé lors de la première vague, ils sont encore préservés lors de la deuxième, disent voir arriver des personnes atteintes de stade d'évolution des cancers dont ils avaient presque oublié l'existence. Donc, globalement, la situation est évidemment préoccupante. Une autre question concernant la vaccination des malades de cancer. Peut-il y avoir une contre-indication selon leur traitement? Autrement dit, les malades sous chimio qui peut entraîner une diminution des défenses immunitaires, pourront-ils être vaccinés? C'est une question qui est évidemment très importante. Dans l'état actuel des publications scientifiques, des essais de vaccination qui ont été faits, c'est difficile de répondre à cette question. Il y a très peu de publications qui sont sorties, enfin on les connaît et elles sont limitées. Il est difficile donc de répondre de manière solide. Ce qu'on peut simplement observer, c'est que d'une manière générale, la vaccination du patient qui est en cours de traitement n'est pas contre-indiquée en règle générale, au contraire. Il convient, lorsqu'il s'agit notamment de vaccins inactivés, de les réaliser. Leur efficacité peut être peut-être un peu différente, c'était rapporté pour un certain nombre de vaccins. Mais en tout cas, en première analyse, on revient sur la question de départ, c'est plutôt une recommandation qui peut être posée. Mais objectivement, nous sommes à ce stade-là,
encore dans l'attente des résultats des publications. Nous n'avons pas les publications en fait des études, nous avons des communiqués de presse, ce qui est important, mais nous avons besoin de regarder finement cette question-là avant d'y répondre de manière ferme. D'un point de vue théorique, toute immunosuppression contre-indique les vaccins vivants, c'est-à-dire en particulier les vaccins adénoviraux recombinants. En revanche, d'un point de vue théorique, mais on est à l'heure de la médecine basée sur les preuves. D'un point de vue théorique, on est moins inquiet pour des vaccins inactivés, des protéines recombinantes ou bien de l'ARN. Cela étant dit, je viens de recevoir cela, vous voyez, c'est très neuf. Une RCP aurait recommandé de ne pas vacciner par le vaccin ARN BioNTech les personnes immunodéprimées, ce qui vaut évidemment pour des personnes en chimiothérapie lourde avec immunosuppression. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, eh bien, on va avoir le plaisir de conclure cette conférence. En fait, c'était pour rebondir sur cette histoire de vaccin ARN. En fait, j'ai deux questions. Est-ce que selon vous, il serait quand même préférable que les patients atteints de cancer remontent dans les priorités de vaccination par rapport à ce qui est actuellement recommandé? Et deuxième question, le centre La Cassagne a communiqué sur un éventuel problème des vaccins à ARN messager qui sont dans des liposomes. Mais là, ils n'ont pas encore publié leur papier. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu quel serait éventuellement le problème? Est-ce que c'est un problème qui est documenté dans la littérature? Parce que si on doit éliminer ceux qui sont avec vecteur adénovirus et ceux qui sont avec l'ARN messager, ça va être difficile de les vacciner en priorité, les patients atteints de cancer, vu que ce sont les premiers vaccins qui vont arriver. Alors là aussi, je pense que c'est important de faire une réponse à deux. Donc, premièrement, l'étude de La Cassagne, je ne l'ai pas vue, donc je ne vais pas commenter. C'est aussi simple que ça. Je regrette, mais je vais me renseigner évidemment. Et la première question, vis-à-vis des priorités, c'est difficile de répondre à cette question de manière ferme. Ce qui est objectif, c'est que les patients atteints de cancer en cours de traitement, quel qu'il soit, d'ailleurs on parlait de chimiothérapie cytotoxique où il y a un enjeu qui est assez évident en termes d'immunosuppression, mais il y a beaucoup d'autres traitements actuellement. Les patients atteints de cancer en phase avancée de leur maladie donc sont particulièrement à risque de développer des complications. Donc la réponse à votre première question, c'est oui, certainement les faire remonter dans les priorités, mais sous couvert d'études soigneusement réalisées qui nous permettent de conclure sur cette efficacité potentielle de tel ou tel type de vaccin, avec les limites qui viennent d'être exposées sur le caractère, sur la nécessaire prudence sur les vaccins vivants et capables de se reproduire. Alors, simplement sur ce point, il n'y a pas d'opposition, mais une sensibilité différente de la Ligue et d'Unicancer. La Ligue fait et va faire une campagne extrêmement active en faveur de la vaccination. Extrêmement active. Mais pour protéger les personnes fragiles, nous comptons plus sur l'obtention aussi vite que possible d'une immunité collective suffisante que sur la modification de l'ordre de la vaccination, car il y a beaucoup d'inconnus sur tout d'abord l'efficacité des vaccins chez ces personnes, sur leur tolérance, etc. Par conséquent, notre message, c'est oui, il faut se faire vacciner, c'est extrêmement important. Quand on parle de personnes atteintes de cancer, évidemment, il faut voir ce dont on parle. Il y a les personnes qui ont été atteintes de cancer, qui ont été opérées, qui ne sont pas sous chimiothérapie, etc. Et puis, il y a les personnes immunodéprimées. Pour les personnes immunodéprimées, je vous ai dit, moi-même, à la télévision, il y a quelque temps, j'indiquais que, pour moi, le risque des vaccins inactifs ou bien moléculaires était surtout l'inefficacité, mais que j'étais très humble et qu'il fallait naturellement attendre les premières observations. De toute façon, nous sommes les uns et les autres dans ces phases d'incertitude, extrêmement soucieux de suivre les préconisations de ces RCP, et par conséquent, si une réunion de concertation pluridisciplinaire conseille
de ne pas vacciner les personnes immunodéprimées. Évidemment, nous suivrons cette ERCP. Je pense que c'est une excellente analyse, que nous sommes dans un moment où nous manquons beaucoup de connaissances, et dans ces conditions-là, que la science et le développement de la science est absolument indispensable. C'est ça qui nous permet d'acquérir des connaissances en accumulant les connaissances. Donc nous sommes qu'au début de ce parcours sur la question de la vaccination du patient atteint de cancer. Bon, je crois que nous arrivons à la conclusion de cette conférence. Je vais laisser le professeur Blais conclure. Toutes les autres questions... Alors, attendez, je vois qu'il y en a une nouvelle qui arrive. Est-ce qu'on peut avoir la référence de la RCP à laquelle le professeur Kahn fait référence? Non, pas encore, parce que je viens de la lire en 4e vitesse sur mon iPhone et je n'ai pas dépouillé. On ne manquera pas de vous faire savoir dès qu'on l'aura à votre disposition. Professeur Blais, on vous laisse conclure cette conférence et bien évidemment, on se tient à votre disposition. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'appeler quand vous voulez et je serai une bonne partie de la journée avec le professeur Blais. On essaiera de répondre à toutes vos questions complémentaires. Tout d'abord, un grand merci pour les journalistes qui nous ont rejoints pour cette conférence de presse. Un grand merci à Axel Kahn, partenaire fidèle, et nous sommes très très heureux de ce partenariat avec la Ligue. Vous l'avez compris, notre souci est celui de la prise en charge des patients atteints de cancer dans cette situation complexe et éminemment fluide et évolutive qui nécessite plus que jamais une science solide et basée sur les preuves pour faire les choses de manière construite. Et avec Sophie Beaupère, nous vous remercions au nom de tous les médecins des centres de lutte contre le cancer pour votre participation à cette conférence de presse, tout en soulignant que nous restons à votre disposition pour échanger dans les heures et dans les jours à venir, bien sûr. Merci beaucoup à toutes et à toutes.